d'être là. Aujourd'hui, on va parler des relations entre la police et la justice, et plus précisément du traitement judiciaire des dysfonctionnements policiers. Je fais exprès de ne pas parler uniquement des violences policières, parce que c'est en quelque sorte réducteur. Ou alors, il faut entendre violence au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'il y a les violences qui sont les coups, mais il y a aussi les abus de procédure. On parlait juste avant entre nous des faux en écriture. Enfin, il y a toute une gamme d'éléments de dysfonctionnement policier qui, au regard du droit, devraient être judiciarisés, qu'ils le sont très très peu. On va essayer ensemble et avec vous de se demander pourquoi on en arrive là, comment on en arrive là, quel est le process et où sont les dysfonctionnements à un certain nombre d'endroits, j'imagine. Il n'y en a pas qu'un seul. J'ai à mes côtés Evelyne Sirmarin, qui est magistrate, qui représente la Ligue des droits de l'homme, et vous avez eu de multiples engagements associatifs, syndicaux, politiques au sens, pas politicien, pas que je sache, mais au sens large du mot politique. À côté, nous avons Albert Lévy, qui est ex-avocat et ex-magistrat, si je ne m'abuse. Et Nadia Sweeney, qui est journaliste à Politis et qui traite les questions de justice et de police. Et donc c'est le cœur du sujet. Et donc moi, je suis Mathieu Mollard, rédacteur en chef du site Info Street Press. Et je traite aussi des dysfonctionnements dans la police, on va dire. Pour commencer, avant, on va rentrer dans tout un détail précis, mais je pensais ouvrir sur une question très large. Est-ce que, pour vous, il y a une forme d'impunité policière face à la justice? Je sais que c'est très 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 vaste, mais déjà ça pose peut-être un cadre. Est-ce qu'il y a une impunité judiciaire face à la justice? Il faut savoir, et nous en discutions tout à l'heure avec Mathieu, que lorsqu'en particulier un policier est mis en cause dans une affaire pénale de violence en substance, il s'agit pour le parquet immédiatement d'une affaire dite signalée. C'est-à-dire que les éléments de mise en cause sont transmis au service criminel de la chancellerie, de la direction des affaires criminelles de la chancellerie, et les procureurs attendent. Ils attendent, pas longtemps souvent, pour savoir le sort qu'ils doivent donner à ce type d'affaires. Et là se pose une autre question, mais on en parlera peut-être plus généralement tout à l'heure, c'est la question de l'indépendance du parquet face au pouvoir politique. Le statut du parquet ne permet pas au procureur, j'en aurais terminé pour finir cette question, ne permet pas au procureur d'avoir un libre arbitre face à l'application de la loi, alors que son seul domaine, c'est l'application de la loi. Et je veux dire enfin, pour répondre à la question de Mathieu, nous, magistrats, nous sommes les gardiens des libertés individuelles par la Constitution. Et par là, nous devrions être tous que nous sommes, des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que nous ne devrions pas permettre des entorses, des dysfonctionnements qui constituent des atteintes aux libertés inacceptables. Voilà, ça c'était la réponse à chaud que je pouvais donner, Mathieu. Oui, en fait, concrètement, lorsqu'il y a un problème de policiers, ou de violence policière, ou ce type de choses, c'est ça, comme le disait Albert, c'est une affaire signalée. Alors, ce qui se passe concrètement en juridiction, c'est que cette affaire, elle est poursuivie, évidemment, elle est très suivie par le procureur.
quels que soient les faits. Si par exemple quelqu'un est accusé d'avoir frappé un policier ou même des choses assez bénignes, hein, lancer des canettes de bière vide, ou bon, ça on voit ça couramment dans les juridictions, même si le policier n'est pas blessé, de toute façon c'est poursuivi. Ça, ces affaires-là, elles sont poursuivies pratiquement à 100%. Et ça fait toujours l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Ça veut dire, la plupart du temps, cette justice très expéditive qui est la comparution immédiate, après une garde à vue, et une décision très souvent de culpabilité et de condamnation. En revanche, quand c'est le contraire, par exemple quand c'est quelqu'un qui se plaint de violence de la police à son égard, là, c'est pas du tout le même traitement. Donc on voit déjà qu'il y a un problème d'égalité devant la justice. Les affaires sont traitées de façon séparée. Ce qu'on regrette, c'est qu'à l'audience, par exemple, les deux affaires ne sont pas jugées ensemble. Il y a d'une part une affaire jugée très rapidement en comparution immédiate lorsque les policiers se plaignent de violences contre eux. Et puis d'autre part, si dans la même scène, la personne dit « oui, mais c'est les policiers qui m'ont frappé, j'ai rien fait, etc. », l'affaire ne sera pas jugée en même temps, ce qui, évidemment, vous le comprenez bien, la procédure et la manière de juger entraînent des décisions différentes. Puisque quand ce sont des personnes qui, dans la même situation, par exemple lors d'une manifestation, lors d'une interpellation, se plaignent de violence de la police à leur égard, eh bien là, l'affaire attendra et souvent il faudra que la personne se constitue partie civile, c'est-à-dire verse une somme de consignation, que ça aille devant un juge d'instruction et que ça vienne à l'audience après. Ce qui fait qu'en pratique, pour la même situation où vous avez des policiers qui se plaignent de la violence de quelqu'un, ça sera jugé dans les 48 heures pratiquement, très vite. Et puis l'autre pan de l'affaire, eh bien, ça sera jugé peut-être un an et demi après. Donc, bon, puis après, on a un problème de témoignage. C'est-à-dire qu'au niveau des policiers, quand les policiers se plaignent de violence de la part de quelqu'un, ce qu'on observe en pratique dans les juridictions, c'est que dans les procès-verbaux, les témoignages sont tous les mêmes, comme s'ils étaient écrits d'avance. Donc, on constate ça. Moi, je ne parle pas de grands mots, de faux en écriture publique et tout. Mais c'est, et on l'a observé, hein, souvent, c'est pratiquement un modèle. Donc, ils se concertent entre eux. Et puis, ils disent tous la même chose. Donc, c'est très difficile, déjà, de juger ces affaires. C'est pour ça que quand Mathieu dit impunité, déjà, la manière, la procédure, moi, je ne veux pas parler de méchanceté des policiers ou de volonté a priori de faire en sorte que les gens soient condamnés, pas du tout. C'est que c'est le système lui-même qui induit une manière évidemment de juger très différente, très lente quand on se plaint d'un policier, très rapide quand un policier se plaint d'un citoyen, et évidemment la procédure, la manière de juger, le système fait que on a des décisions complètement différentes, parce que les preuves ne sont pas les mêmes, les témoins, évidemment, d'un côté s'entendent à l'avance du côté policier, hein, toujours, et donc le jugement n'est pas du tout le même. Alors peut-être, et puis pour finir, je ne vais pas être trop longue, ce qu'on se dit, c'est que, vous voyez, on critique beaucoup les lois sécuritaires qui sont votées depuis... en gros, depuis Nicolas Sarkozy, mais enfin ça avait commencé quand même un petit peu avant avec M. Vaillant sous les socialistes. Donc en gros, depuis 22 ans, on a eu 40 lois sécuritaires. Donc évidemment, on s'en plaint beaucoup, on les dénonce. Moi je suis allée là déjà 2 fois à l'Assemblée nationale, peut-être on vous en parlera tout à l'heure, sur la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui contient beaucoup de dispositions inquiétantes, vraiment inquiétantes pour les libertés publiques, mais n'empêche que s'il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant mais qu'on doit discuter ensemble, c'est une disposition qui concerne les caméras embarquées. Alors évidemment, bon, moi je suis à la Ligue des droits de l'homme, on n'est pas du tout d'accord hein, pour la vidéosurveillance, pour tous ces systèmes de surveillance numérique,
mais peut-être que le fait d'avoir l'obligation pour un policier de porter une caméra, il y aura une procédure très difficile pour obtenir ce qu'a filmé la caméra, mais peut-être que c'est une bonne chose, parce que ce qui se passe, et là vraiment pour finir, c'est que devant les juridictions, en cas par exemple de problème avec des policiers, qu'est-ce qu'ils ont les gens comme preuve? Ils ont leur portable, c'est tout ce qu'ils ont. Maintenant on filme facilement, donc ils filment. Mais souvent les juridictions considèrent que bon, c'est un élément parmi d'autres. Donc il y a aussi dans le système une difficulté à prouver que la police a fait quelque chose d'illégitime et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas punie. Voilà, c'est tout un système. Je voudrais rajouter une notion, peut-être que tout le monde ne maîtrise pas, mais pour comprendre, je crois, ce qu'on dit, c'est qu'il faut savoir que le parquet, en gros, quand il y a une affaire, l'essentiel des affaires qui mettent en cause des policiers, c'est des affaires qui se passent dans l'espace public, dans la rue, voire dans des commissariats. Au départ, il y a un contrôle d'identité ou un contrôle policier, pour une raison X ou Y, et il dégénère dans un sens ou dans un autre, et ça débouche à un acte de violence. C'est le cas un peu typique et majoritaire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le parquet est prévenu par téléphone, on explique un peu la situation, et il y a un magistrat qui est censé donner les consignes sur les premiers éléments d'enquête qui doivent être faits. C'est lui qui va figer la scène, c'est-à-dire qu'il va dire attention, pensez à aller récupérer telle caméra de surveillance parce qu'on a un délai qui est très court. C'est jamais fait. Par exemple, les vidéosurveillance, combien d'affaires les gens disent mais il y a une caméra là, elle est là. Allons on la chercher cette vidéo. Ça n'est pas fait. Moi j'ai des exemples d'affaires où je me souviens d'un jeune qui bosse dans la boulangerie, qui rentre vers 4h du mat en voiture chez lui. Il se fait contrôler, il se fait dans la rue tout seul, il rentre du boulot, il est tout seul, il se fait, défoncer la gueule. Il est accusé d'outrage, rébellion, violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, lui-même porte plainte pour violence, il arrive devant le tribunal, tout ce que vous avez expliqué sur la temporalité, on juge d'abord les violences qu'il aurait commis, sur la base de, c'est le cas type, sur la base du témoignage des policiers qui sont tous d'accord pour dire qu'il a bien commis des violences. Puis lui, il y a une caméra là. La procédure, aucun magistrat n'ira chercher les vidéos. Ils vont aller, il se trouve que cette caméra elle appartient à un particulier, c'est un commerce. Ils vont récupérer eux-mêmes en allant sonner chez les gens la bande vidéo, ils vont la retrouver, ils vont la publier sur ces... On voit, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il se fait défoncer gratuitement. Alors on n'a pas de son, peut-être qu'il y a eu des propos, je n'en sais rien, mais des violences claires qui ne sont pas du tout symétriques. Et au moment où se passe cette... donc il va être acquitté quand même des violences qu'il aurait commises, puisqu'il n'en a pas commis. Mais à ce moment-là, aucun magistrat, à ce moment, il n'a pas encore porté plainte lui pour les violences qu'il a subies, parce qu'il est dans le tourbillon de cette situation. Eh bien, aucune enquête n'est ouverte pour les violences policières. Parce que, c'est là où je voulais en venir, il y a aussi cette question de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que quand un procureur, un substitut, enfin quelqu'un du parquet, on arrive devant lui, on lui dit, regardez là, il y a eu un délit qui a été commis, c'est très très large, il a le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. L'idée de cette règle, si je comprends bien, c'est de dire, si par exemple un gamin de 15 ans, il a écrit au marqueur sur une vitre, oui c'est illégal, mais est-ce qu'on doit vraiment l'envoyer devant un tribunal pour ça? Donc il y a l'opportunité des poursuites. Mais cette opportunité des poursuites, elle profite très 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 souvent aux policiers, même dans des situations où il y a un délit qui est manifeste, avec des éléments de preuve qui semblent quand même être assez indiscutables, et on utilise ce prétexte-là pour ne pas poursuivre. Et donc, les magistrats, c'est des dossiers spécifiques. Quand le dossier impliquant un policier arrive, il est envoyé, c'est soit le procureur, soit, tu expliqueras peut-être mieux que moi, des magistrats spécialisés qui sont en charge de ces dossiers. Et le procureur dit non, mais là-dessus on ne poursuit pas. Alors, comme tu l'as dit avant, quand il y a une violence sur un policier, on poursuit toujours. Juste après, juste sur la question dans cette continuité-là, sur voilà, le traitement par les parquets de ces dossiers. Alors déjà, je voudrais
préciser quand même quelque chose sur l'impunité. Pour moi, elle se situe déjà au moment où les personnes qui sont victimes de violences policières ne vont pas porter plainte. Le silence, parce que massivement quand même, notamment les jeunes dans les quartiers populaires qui sont très régulièrement contrôlés, qui font face à des violences du quotidien, c'est-à-dire des insultes, être malmenés, prendre des gifles, etc. Ce sont des gens qui ne vont jamais porter plainte, jamais signaler quoi que ce soit. Déjà là, à mon sens, on est dans le début de l'impunité. C'est le silence et l'omerta, parce qu'on ne croit pas ces gens, et il y a la question de la valeur de la parole policière, qui vaut plus que la parole du citoyen lambda, mais encore plus quand ce citoyen est jeune, quand il est éventuellement issu d'un quartier populaire, et encore plus quand il a un casier judiciaire. Et on le voit, parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de violence policière qui est médiatisée, la première chose que notamment les syndicats de police font, c'est de sortir le TAJ, c'est-à-dire le traitement des antécédents judiciaires, et donc éventuellement les condamnations passées, ou en cours, etc. Et de faire considérer donc à la population que cette personne étant dangereuse, finalement, elle l'a peut-être plus ou moins mérité. Et donc, collectivement, je pense que déjà, on devrait pouvoir se poser la question, nous tous, citoyens, de se dire, est-ce qu'une personne qui a été condamnée mérite de prendre une gifle dans la gueule? Pour être très clair. Et je pense malheureusement qu'il y a une partie de la population qui pense que oui. Donc, je pense... non, mais excusez-moi, vraiment. Et donc, à mon sens, le début de l'impunité, il est là, déjà, par le silence. Ensuite, je voudrais rappeler quelques chiffres, parce que la France a quand même été vachement pointée du doigt, notamment par l'ONU, sur l'organisation de l'impunité policière, et qu'à cette occasion, elle a sorti des chiffres. Parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres réels sur la judiciarisation des violences par des personnes dépositaires de l'autorité publique, en plus que quand vous les obtenez, ils ne font pas la distinction entre le policier et d'autres personnes dites dépositaires de l'autorité publique, donc c'est difficile d'avoir des vrais chiffres. Les chiffres officiels qu'ils ont sortis à cette occasion-là, c'est qu'il y a moins de 500 signalements annuels de violences policières par an. Ce qui est quand même pas beaucoup sur la population française. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon sens, la question du silence et de l'omerta, elle est importante. Si on considère que ces chiffres sont réels. Mais ça... Combien de morts par la police? Alors ça, j'ai pas le chiffre exact, mais il y en a plus, en plus depuis 2017, mais je pense qu'on y reviendra, parce que ça, c'est Madame Sirmarin qui voulait en parler précisément. C'est les chiffres officiels, hein, je ne suis pas comptable de ces chiffres. Ils disent que la réponse pénale est réelle dans 86% des cas. Mais ça ne dit pas déjà la gravité, effectivement, des faits reprochés. Je donne juste les chiffres. 55% de taux d'emprisonnement, quasi exclusivement en sursis. Voilà, vous ferez votre propre avis. 37% sont gérés par aboutissent à des amendes. Donc, pas d'inscription au casier judiciaire, pas d'interdiction d'exercer, pardon. Donc déjà, ça donne une idée. Ensuite, il y a ce dont vous parliez très bien, c'est la mécanique de défense des policiers, quand ils sont mis en cause. La parole du policier, c'est important par rapport aux magistrats. Les magistrats considèrent effectivement que le policier a raison face aux citoyens. Mais en plus, les policiers s'organisent, se couvrent les uns les autres, et il est extrêmement compliqué, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais pour les magistrats d'aller démêler le vrai du faux, parce que les policiers savent comment fonctionne la justice, ils savent quel va être le processus et comment ils vont organiser leur défense. La première mécanique de défense, c'est de porter plainte contre la personne qu'on a violentée. Agression, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, outrage, etc. Et par conséquent, ça met la justice dans une situation où elle va être obligée d'avoir une espèce de double poursuite. C'est parole contre parole. Et on en vient à la valeur de la parole policière. Et donc, en tout cas, je pense que ça, c'est le début de la mécanique d'impunité. Sur la question du parquet et de l'organisation du parquet, sur les grosses juridictions, notamment la Seine-Saint-Denis, Créteil, etc., vous avez un magistrat, un parquetier, un substitut du procureur, qui est dédié aux questions policières. C'est le même, toujours, pour toutes les affaires qui touchent de près ou de loin aux policiers. Alors, certains diront que du coup, c'est positif. Moi, je pense qu'il y a un côté extrêmement malsain et pervers, c'est que par conséquent, il est en contact extrêmement régulier avec la direction départementale de la sécurité publique, parce que c'est quand même principalement la sécurité publique qui pose problème, moins la police judiciaire.
et qu'il y a des accointances extrêmement fortes entre ce magistrat et la direction de la police, et qu'il ne traite que ces sujets, c'est lui qui s'en occupe. Donc il y a une problématique de connivence, et ça, on ne sait pas. L'indépendance du parquet, c'est pas seulement vis-à-vis du ministère, c'est aussi vis-à-vis des gens avec lesquels il travaille, avec lesquels il déjeune, avec lesquels il organise l'application de la politique pénale. Et je voulais terminer là-dessus. Il n'y a pas, à ma connaissance, de politique pénale du ministère en matière de gestion des violences policières. Le ministère ne donne pas d'indication sur la manière dont il veut que soient gérées ces questions-là. Et donc, il délègue d'une manière globale au procureur la gestion des affaires en interaction. Voilà. Cette relation entre la justice et la police est à la fois, elle est au cœur du sujet parce que, et après vous nous éclairez là-dessus, mais il y a une question de la connivence au sens où les magistrats travaillent en permanence avec les policiers, puisque les magistrats ordonnent des éléments d'enquête qui sont exécutés par les policiers. Si les policiers arrêtent de le faire correctement, c'est quand même un peu compliqué. En plus, ils travaillent au quotidien ensemble, donc même si statutairement c'est pas le cas, ça devient un peu des collègues de travail quand même dans les faits. Et est-ce qu'on peut juger ses collègues? Est-ce qu'on peut créer une instance où le rôle c'est de sanctionner ensuite ses propres collègues? Parce que c'est des gens avec qui on travaille au quotidien, donc il y a toujours une arrière-pensée. Ça c'est pour le côté positif. Et après, j'ai eu l'occasion, là, il y a quelques semaines, de participer à un stage du syndicat de la magistrature. J'ai été assez effaré d'entendre le discours de magistrats qui nous disaient travailler sous la peur de la police. Littéralement. C'est-à-dire que des magistrats qui disent, parce qu'on s'est mis d'accord de ne pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous dire où et comment, mais qui disent, voilà, je suis une substitut du procureur qui dit, je sors de ma chambre, de mon tribunal, après avoir considéré qu'un dossier avait été mal ficelé par la police et d'avoir dit non mais là-dessus, allez on lâche l'affaire, c'est vraiment pourri ce que vous avez fait, d'avoir un groupe de policiers qui m'attend à la sortie, littéralement, pour me mettre la pression, pour me dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'avez pas... pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit, pourquoi vous avez orienté vos réquisitions dans ce sens-là, c'est pas possible, etc. Et cette magistrate se sentait sous pression, menacée physiquement, parce que c'était une quinzaine d'hommes qui l'entourent à la sortie du tribunal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit à son supérieur, le procureur de la République, qui dit « Ah oui, je comprends, c'est embêtant, mais bon, si je commence à en alerter leur hiérarchie, ça va envenimer la situation. » Et voilà, on s'arrête là. Etc. C'est un exemple parmi d'autres, mais les magistrats disent travailler en ayant peur, et tous, quasiment, donnent des exemples de on n'a pas fait ce qu'il fallait, la hiérarchie policière a appelé notre hiérarchie pour s'en plaindre, tout le temps. Donc ça veut dire que la police met la pression sur la justice. Les syndicats policiers ont manifesté en se demandant si le problème de la police, c'était pas la justice. Moi, je me demande si le problème de la justice, c'est pas la police. Donc, je voudrais déjà avoir vos ressentis sur ces relations que vous avez pu entretenir avec les policiers dans les juridictions. Et après, peut-être qu'on reviendra à l'étape d'avant, qui est l'IGPN et toutes les structures en charge de mener les enquêtes avant qu'elles arrivent devant les tribunaux. Mais sur les questions de relations entre les magistrats et les policiers dans les tribunaux. Je pense que la problématique que tu viens d'évoquer en fin d'intervention, Mathieu, sur l'IGPN, c'est une des problématiques essentielles. Evelyne Sirmarin, tout à l'heure, parlait de disjonction entre la poursuite faite sur les prétendus dommages subis par les policiers et les prétendus dommages subis par les victimes de violences policières supposées. Il faut savoir que toutes les enquêtes mettant en cause des policiers dans leur fonctionnement
sont traités par l'inspection générale de la police nationale. Et le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de mainmise, de contrôle par la justice sur le fonctionnement de cet organisme-là. Et je veux aller même plus loin dans ce que je dis, à savoir que lorsque par extraordinaire, l'enquête est confiée à un juge d'instruction, le juge d'instruction a les pieds et les mains liés parce que l'enquête concernant les violences commises par les policiers est traitée par l'inspection sans possibilité pour le magistrat qui n'est pas saisi de prendre la charge de ces investigations-là. Si bien que, automatiquement, il y aura une enquête tronquée, puisque le magistrat instructeur qui n'est pas saisi de ces violences-là commises prétendument par les policiers ne pourront pas investiguer là-dessus. Si bien que lorsque le mise en examen des violences commises sur les policiers dira « mais moi j'ai été frappé comme plâtre », le juge d'instruction sera tenu de lui dire « je ne peux pas acter ce que vous me dites, car je ne suis pas saisi ». Et là, ce dont je vous parle, c'est du droit pur, de la procédure pénale, car si le juge d'instruction se hasarde à enquêter sur les allégations, sur les prétentions de cette victime supposée de violences policières, sa procédure sera vouée à la censure de la chambre de l'instruction, puisqu'il n'avait pas à le faire. Et ça, il faut le savoir. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je voulais juste réagir sur un pardon. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est l'IGPN qui traite tous les dossiers. L'IGPN, en réalité, elle ne traite que 10% des dossiers de violence policière. Enfin, de policiers mis en cause dans des affaires. 10%, c'est-à-dire, c'est un peu comme les brigades spécialisées, grand banditisme et tout, c'est-à-dire le haut du panier, ce qu'on considère comme étant grave. Qu'est-ce qu'on considère comme étant grave? Ce qui va au-delà, c'est surtout basé sur les ITT, c'est-à-dire les interruptions temporaires de travail. Donc une personne qui va être, l'UMJ, puisque c'est l'unité médico-judiciaire qui fixe les ITT, si c'est au-dessus de 8-10 jours, en plus c'est vraiment au doigt mouillé, et ça on me l'a confirmé à des niveaux assez importants au niveau de la hiérarchie policière, qu'en gros c'est un peu au doigt mouillé, en fonction de qui est mis en cause, du contexte, etc., s'il y a eu médiatisation ou pas, ça joue aussi beaucoup. Mais en gros, en dessous de 8-10 jours d'ITT, on ne confie pas l'affaire à l'IGPN. Et les 10%, donc ça c'est le haut du panier, c'est souvent ce qu'il y a dans les médias, mais 90% des affaires de policiers mis en cause sont traitées par des services de déontologie, c'est-à-dire des services internes. C'est-à-dire, non, parce que l'IGPN a quand même... Alors, je ne vais pas blanchir l'IGPN, ça ne va pas du tout être mon propos, mais il y a un fonctionnement de l'IGPN avec une direction, certes, reliée à la direction générale de la police nationale, mais qui a quand même un fonctionnement un peu extérieur, parce qu'il y a des allées et venues, mais un peu extérieur au fonctionnement des services. Quand on confie une enquête à un service de déontologie, c'est le bureau d'à côté, en fait. Et on s'en trouve avec des affaires où, en fait, les procureurs, du coup, qui s'occupent de ces violences, des policiers mis en cause, m'expliquaient qu'en réalité, quand il y a une affaire qui sort, mettons, il y a un contrôle de police qui se passe, les policiers voient très bien que ça va partir en cacahuète parce que le gars, il finit à l'hôpital, ils font un rapport à leur hiérarchie en disant, bon, il nous a attaqué, on l'a tapé, hein, mais s'ils portent plainte, en gros, ils préparent leur défense. Le procureur m'expliquait que le premier service saisi fait les premières constatations. C'est-à-dire que ça peut être la Sûreté nationale qui fait les premières auditions de la Sûreté nationale. Enfin, on s'en retrouve dans des situations ubuesques où les gars du bureau d'à côté vont interroger leurs potes en disant « Ouais, bon, t'as pas un peu déconné hier, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. » En gros. Une fois qu'après, le procureur voit « Bon, il y a plus de 8 jours d'ITT, on va saisir l'IGPN. » Et encore que, quand il y a un doute sur les ITT et sur la gravité des faits, ils vont saisir le service de déontologie départementale qui est, je vais faire schématiquement, l'étage du dessus.
dans l'immeuble. Et si vraiment ça pose problème, il y a des médias, si le gars vraiment, il est vraiment blessé fort, alors éventuellement, ça va mettre 15 jours, ils vont saisir le GPN. Et je voulais quand même préciser ça parce que ça raconte encore une fois, au-delà effectivement des affaires qui sont ultra violentes, extrêmement médiatisées, ça raconte la masse de ces dossiers dont on n'entend pas parler et qui sont traités en interne. Et c'est ça qui me paraît être décisif. Pardon. Je vais juste rebondir sur ces histoires de cellules de déontologie, parce que j'ai une histoire à raconter justement là-dessus. Il y a un peu plus d'1 an, je rencontre un policier noir qui, au départ, lui, il me parle parce qu'il a un problème avec sa supérieure hiérarchique avec qui il y a eu un conflit. L'affaire du conflit avec sa supérieure, alors lui s'estime victime de harcèlement, c'est peut-être le cas, mais moi, d'un point de vue journalistique, je trouve, je suis désolé, bon, il y a un problème, on est plus sur de l'ordre du management dysfonctionnel que d'un vrai problème de violence policière ou tout important. Mais je discute avec lui un certain temps, presque 2 heures, puis à un moment je lui dis mais vous n'avez pas été, je dis tu parce que maintenant je tutoie, mais t'as pas été victime de racisme, enfin j'ai l'impression. Il me dit non ça va, puis il réfléchit et il me dit est-ce que tu trouves que le fait que quand on me parle en petit nègre, c'est raciste? Je fais comme ça, bah oui, tu sais, ils imitent l'accent africain, même effectivement un accent, et ils imitent un accent africain, d'ailleurs au sens très large, comme s'il n'y avait qu'un seul accent. Et je dis, bah oui, j'ai même rarement entendu quelque chose de plus raciste que ça, je trouve ça même presque plus raciste qu'une insulte. Elle fait, ah bon, parce que c'est vrai que c'est leur blague tout le temps, ma chef elle fait comme ça, les autres ils font ça et tout. Je fais, ouais, c'est chaud quand même ton truc. Puis on discute. Je sais que dans toutes les brigades, il y a un groupe WhatsApp entre collègues, et je lui dis, bah, ton groupe WhatsApp, je peux regarder, j'aspire le groupe WhatsApp, il me laisse y accéder. Et j'en ai plus chez mon collègue des années, enfin des mois de conversation entre les policiers. Évidemment, on trouve des propos racistes, sexistes, etc. Et puis c'est à l'écrit, donc c'est cadeau, il y a la preuve. On publie notre enquête. Comme c'est médiatisé, bah, d'un coup le parquet saisit, alors qu'avant tout ça était sous ses yeux, mais bon, ils n'ont pas cherché. Le parquet saisit, il ouvre une enquête à côté, et là, on va lui faire payer d'avoir parlé à la presse. Lui, il le fait en conscience, en sachant, aujourd'hui, on est à peine 1 an et demi après, il a quitté la police, hein, parce que je pense qu'il a eu raison. Ces fameuses cellules de déontologie qui sont, dans son cas présent, littéralement situées dans le même bâtiment que là où il travaille. Donc des gens qui bossent dans le même bâtiment que lui, au centre de Paris, vont ouvrir une enquête contre lui, au départ, pour manquement à la loyauté. C'est bien, ça veut rien dire, et comme ça on peut investiguer. Et ils vont investiguer sur lui, dans toutes les directions. Et ils vont chercher à lui coller tout ce qu'ils peuvent sur le dos, tout. Et le mec, 1 an après, il vient me voir, il me dit, il y a un complot contre moi. Ok, bon, je me méfie des gens quand même qui arrivent en me disant, ouais, il y a un complot contre moi, oui, si, regarde, etc. Et finalement, on se penche sur le dossier. Et il se trouve que on voit les actes dans cette cellule de déontologie a enquêté dans toutes les directions. Ils ont rappelé des gens qu'il avait croisés 3 ans avant dans le cadre de procédure, qui avaient dit, qui avait à un moment dit oui, il y a eu un problème avec lui, etc. Ils vont enquêter sur toute sa vie professionnelle pendant des semaines, enfin pendant plusieurs semaines, et on voit les actes dans toutes les directions, dans un temps restreint, mais ça va aller, ils vont interroger tous ses collègues pour dire est-ce qu'il y a des problèmes de comportement, etc. Et ils vont essayer de lui coller harcèlement sexuel, tout ça, et ils vont tout prendre. Et à un moment dans la procédure, donc il monte une procédure et on voit est accusé de harcèlement sexuel sur une de ses collègues. Et il me dit, mais attends, j'ai la conversation en entier, là, de ce qu'il me reproche. Et il me fait lire, je lis l'intégralité de la conversation. Il a dragué une collègue, il s'est fait prendre un vent, et il a dit, ok. Et c'est tout, sauf qu'ils ont saucissonné la conversation pour enlever tous les messages où lui, il se comporte normalement, on va dire. Et ils ont mis ça, ils ont monté dans une procédure. Tout ça est en administratif total, donc c'est-à-dire que la justice n'a pas son mot à dire là-dedans. On va le mettre devant un conseil de discipline et on va demander qu'il soit viré de la police. Et tout ça se passe dans un seul bâtiment, littéralement. Alors,
Le conseil de discipline a lieu à l'heure, mais les gens qui vont mener l'enquête sont les gens qui travaillent à l'étage au-dessus de lui, ils vont interroger ses collègues de bureau, ils vont monter cette procédure pour le faire tomber parce qu'il a parlé à la presse. Et ça, là, il n'y a plus aucun contrôle. Et l'IGPN a des dysfonctionnements graves. Alors, les cellules de déontologie, alors là, c'est la maison. C'est vraiment, on est entre copains. Voilà, je voulais raconter un peu cette petite histoire. Et après, revenir, je crois que tu voulais parler de l'IGPN, justement. Oui, oui. Donc, sur l'IGPN, alors d'abord, par exemple, tout ce qui a été dit sur les relations magistrat-police, en fait, bon, je ne conteste pas du tout que tu aies entendu une collègue te dire ça. On disait avec Albert, on n'a absolument pas cette expérience-là. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, dans l'ensemble de la magistrature, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de... moi, j'étais présidente du syndicat de la magistrature, donc j'ai une vision quand même un peu générale du moment pendant quelques années. J'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être aussi que les collègues le disaient, mais voilà, ce qui se passe, il n'y a pas de pression directe sur les magistrats. C'est complètement diffus, indirect. Très concrètement, aussi bien Albert que moi, on ne va pas nous raconter votre vie, mais à chaque fois qu'on a eu des gros emmerdements, et on en a eu, ça a été que non pas des flics nous attendaient pour nous menacer ou je ne sais pas quoi, pas du tout. C'est quand on est au parquet, Albert à Toulon par exemple, c'est le procureur qui dit, il a écrit un bouquin là-dessus, Monsieur Lévy, on va discuter, puis c'est tout, mais vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais on va discuter, parce que vous savez, le procureur général m'a dit ci, m'a dit ça. En ce qui me concerne, je pense à des très rapidement, en matière de droit des étrangers, on est de permanence, quand on est magistrat dit du siège, c'est-à-dire juge d'instruction, juge correctionnel, juge des enfants, etc., on est de permanence, mettons, une fois par mois pour s'occuper du contentieux des étrangers. Et d'ailleurs, j'avais écrit un truc pour Politis il y a quelques années sur une journée de mon expérience de juge des étrangers. Et bon, voilà, on est de permanence. Et moi, à Paris, à chaque fois que j'ai été de permanence, au début en tout cas, quand j'ai été nommée à Paris, il se trouve qu'il y avait beaucoup de refus de ma part, mais motivés, de maintien en centre de rétention, puisque les étrangers sont placés en centre de rétention, et le juge, il intervient comme juge des libertés pour savoir si on doit prolonger ou pas la rétention. Donc, il y avait un taux d'appel, quand j'étais de permanence, énorme, du parquet, qui n'était pas du tout d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au bout d'un an, d'un seul coup, j'ai plus été du tout de permanence comme juge des étrangers. Ils m'ont collé de permanence pour des contrôles judiciaires, de la détention provisoire, comme juge des libertés toujours, mais pour des gens qui avaient commis des infractions, souvent des violences conjugales, etc. C'était fini. Et donc, je m'entendais bien avec la secrétaire du président du tribunal. Donc moi, j'étais juge du siège, un juge indépendant. Je m'entendais bien, donc un jour je lui ai dit, oh, moi j'aimais bien aussi pour les étrangers, ça serait bien de me remettre de temps en temps un peu une permanence sur l'un, une permanence sur l'autre. Je ne suis plus jamais en droit des étrangers. Elle m'a dit, ben non, j'ai un post-it là sur votre dossier, c'est marqué Sire Marin, plus de permanence pour droit des étrangers. Voilà, c'est tout. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, on m'a jamais rien dit, jamais. On ne m'a même pas convoqué pour dire que je maintenais pas assez les gens en centre de rétention, mais ça s'est fait comme ça, administrativement, et ça se fait beaucoup comme ça. En réalité, c'est à l'occasion de la notation annuelle où le président du tribunal ou le procureur vous dit ouais, mais là, vous ne rendez pas assez de jugement, ou il y a beaucoup d'appels sur vos décisions. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est plutôt sur, entre guillemets, la carrière que ça joue. C'est-à-dire que, on est bien placé pour savoir que y a des gens qui peuvent demander, il y a des collègues qui demandent une fonction autre ou de devenir, je sais pas, conseiller à la cour d'appel, qui ne le sont jamais. C'est plutôt comme ça.
Tu vois, la menace directe, bon, c'est... Enfin, moi, nous, on n'en a jamais connu, quoi. Sur les relations police-justice, sur la question de l'IGPN, etc., il y a aussi une inspection générale de la gendarmerie qui est c'est quand même très différent. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Bon, ils travaillent de façon différente. On a tendance, comme magistrat, à mieux travailler, il faut bien le dire, hein, avec les gendarmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, mais c'est pas pareil. Donc sur l'IGPN, simplement des petits éléments d'actualité. Bon, là, il y a eu un rapport 2021, je ne sais pas ce que tu en penses, de l'IGPN qui, je vous conseille, si vous vous intéressez à ces questions, d'aller sur le site de l'IGPN, de regarder le rapport. Il y a quand même eu des améliorations de transparence, même si ce n'est pas du tout suffisant, mais il y a beaucoup plus de chiffres qui sont donnés, notamment sur les tirs mortels de la police. Par exemple, on a appris qu'en 2021, il y avait une personne qui parlait de ça, 37 morts l'année dernière à la suite des tirs de la police. On a appris, grâce au rapport 2021, que l'année dernière, on avait eu en tout, en gros, en très gros, 300 tirs de la police dans le cas de situation d'intervention policière, que la moitié, ce sont des tirs pour refus d'obtempérer. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est quand même de l'actualité. Et puis, l'autre moitié, ça va être des animaux dangereux, ça va être quelqu'un, effectivement, qui s'est retiré chez lui et qui menace de tuer tout le monde. Il y a quand même des cas où la police, elle intervient, il faut bien intervenir. Hein. Mais ce qu'on a appris, c'est que ces tirs étaient en considérable augmentation par rapport, en gros, à entre 2016 et 2022. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de temps, ça fait 6 ans. En 2016, la police a tiré dans, en gros, 200 situations. Et en 2022, donc 6 ans après, elle a tiré dans 300 situations. Donc il y a quand même une augmentation très sérieuse. Hein. Bon, sur l'IGPN, il y a aussi un rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui nous livre ces chiffres aussi. Sur l'IGPN, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des projets en cours alors à gauche. Bon, on n'a pas beaucoup d'espoir que ce soit évidemment voté, hein. Mais là, à l'occasion du vote de la loi LOPMI, j'ai rencontré une députée verte, Madame Taillé-Pollian, qui va proposer au nom de la NUPES des amendements pour essayer que l'IGPN soit intégré au niveau du défenseur des droits. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là, moi, j'ai travaillé récemment là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Eux, à la NUPES, ils pensent que c'est la seule manière de faire un peu avancer les choses. Moi, je leur ai dit, à la Ligue, nous, on pense qu'il faudrait une inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie plutôt sur le modèle anglais. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'ils font en Angleterre, et les Belges aussi. Les Belges, ils font tout bien. Du point de vue juridique, c'est génial. Le système c'est bien. Ils sont vraiment en progrès par rapport aux libertés, par rapport à nous. Bon, alors, voilà, nous ce qu'on pense à la Ligue, c'est que le modèle anglais serait bien, c'est-à-dire une inspection de la police indépendante, autonome, où il y ait seulement 25% de policiers qui composent cette inspection générale, parce qu'évidemment, si vous avez 100% de policiers qui inspectent sur les policiers, ça ne va pas. Donc en Angleterre, par exemple, il y a des avocats, il y a des profs de fac, il y a des personnes, des associations qui composent l'inspection générale de la police, avec évidemment des policiers aussi, parce que techniquement, ils sont quand même informés du détail des procédures. Donc ça, c'est très bien. Ils rendent des rapports annuels aussi. Et puis, il y a une véritable indépendance. Alors que nous, en France, notre inspection générale de la police nationale, bon, elle est rattachée, comme tu le disais, donc, à la direction générale de la police, donc rang hiérarchique, qui elle-même est rattachée, bien sûr, au ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas pareil pour la gendarmerie, qui est directement rattachée au ministre de l'Intérieur. Donc nous, on a deux inspections, police nationale et gendarmerie nationale, qui dépendent de M. Darmanin. Donc ça, c'est déjà un gros problème, d'ailleurs que ce soit M. Darmanin ou un autre. Hein. Donc on voudrait une institution indépendante. Bon. Et alors, ce que va proposer la NUPES, là, bon, ce ne sera pas voté,
dans le cadre de cette fameuse loi d'orientation de la programmation du ministère de l'Intérieur, eux, ils vont proposer que ce soit rattaché au défenseur des droits, qui a un adjoint qui s'appelle le déontologue des droits, et dont une partie du service s'occupe des questions de police, de sécurité, etc. Donc ils vont proposer ça en disant, bon, on peut peut-être parvenir à ce que l'inspection générale de la police et de la gendarmerie soit plus indépendante et donc ait un regard beaucoup plus distancié par rapport aux abus, aux actions illégitimes, si c'est rattaché au défenseur des droits. Bon, on verra de toute manière, ça sera malheureusement pas voté. C'est pour vous dire que quand même la NUPES, bon, quoi qu'il lui arrive et quoi qu'il se passe à l'intérieur, réfléchit quand même sur ces questions-là et prépare éventuellement des lois si par chance elle pouvait parvenir à être au pouvoir, à être aux affaires. Ça serait intéressant qu'il y ait un service spécialisé qui soit autonome et qui soit absolument pas dépendant du ministre de l'Intérieur. Après, sur le fonctionnement actuel de l'IGPN, bon, on a bien compris, effectivement, c'est la police qui contrôle la police, donc il y a un gros problème. Sur les affaires judiciaires, ce qu'on essaye de faire quand on est juge d'instruction, moi j'ai eu 2 postes de juge d'instruction, ce qu'on essaye de faire, c'est que, parce qu'en gros il y a 1300 affaires judiciaires traitées par l'IGPN, judiciaires, c'est-à-dire qu'elles sont saisies de 1300 affaires par an, c'est dans le dernier rapport. Mais ce qu'on essaye de faire quand on est magistrat, c'est si on a des violences policières, enfin des accusations de violences policières, et qu'on veut saisir une inspection, on saisit l'inspection de la gendarmerie quand c'est des policiers, et on saisit l'inspection de la... J'ai déjà fait. Ça a fonctionné? J'ai déjà fait. Ça a fonctionné? Bien sûr. Parce que ça, c'est dur. Il l'a fait aussi. Moi, je ne l'ai jamais vu en... Et on saisit... oui. C'est le rêve de tous les avocats. Évidemment. Ils en la nuit. Quand c'est les gendarmes qui sont accusés de quelque chose, on saisit l'IGPN. Voilà, bon, c'est dans le système actuel, c'est tout ce qu'on peut faire, mais ça serait quand même intéressant que la formation des magistrats, à l'école de la magistrature, on leur conseille de faire ça, ça serait déjà peut-être un pas en avant. Et ça donne quoi justement sur... c'est des enquêtes qui sont beaucoup plus, impartiales, c'est beaucoup plus intéressant. En principe, au lieu d'aboutir à un non-lieu, ça aboutit à une poursuite dans le tribunal, tout simplement. Ah oui, parce que là, les inspections sont évidemment faites de façon très différente. C'est pas une question de vengeance d'un corps contre l'autre, mais c'est qu'on a un regard très différent, et en plus par des professionnels, licenciés, c'est différent. Voilà. En une phrase, pour parler du rapport qu'entretient la Belgique sur les questions de violence policière, c'est un truc que j'ai trouvé incroyable. À Bruxelles, il y a un square à qui on a donné le nom d'une victime tuée par la police récemment, pas une affaire qui a 40 ans. Imaginez une seconde qu'à Paris, il y ait un parc à Traoré, un square Zia des Mona, c'est absolument totalement impensable. Je pense qu'on a une manifestation policière de la droite, de l'extrême droite, devant l'Assemblée. Ah, ce serait... J'en salive d'avance. Mais ça n'arrivera pas. Justement un truc, pardon, juste un exemple pour vous dire, les Belges, parce que je disais tout à l'heure, c'est génial, je me suis un peu emballée quand même, mais enfin, c'est quand même un système qui est beaucoup plus progressiste que le nôtre, qui réfléchit plus. Je vous donne juste un exemple. Il y a en ce moment un procès antiterroriste avec une affaire très grave au métro de Bruxelles, où il y a donc un certain nombre d'assassins, on vient de dire, du Bataclan, qui sont jugés en ce moment en Belgique parce qu'il y a eu un attentat gravissime au métro de Bruxelles avec des morts, etc., il y a quelques années. Et à l'occasion de ce procès antiterroriste, il y a eu à la cour d'assises, donc il y a une cour d'assises d'abord, c'est pas une cour d'assises spéciale comme en France, c'est une cour d'assises ordinaire en Belgique qui juge des affaires terroristes, une cour d'assises avec tout le monde, des juges, des jurés, etc. C'est pas du tout le cas. Et simplement, je voulais vous donner cet exemple.
Au début, il y a notamment Salah Abdeslam, d'autres personnes qui sont jugées, et au début du procès, ils ont installé, comme ils ont fait en France, des cages dans la salle de la cour d'assises, pour que, puisque ces gens sont, c'est vrai qu'ils sont assez dangereux, enfin bon, ils les ont mis dans des sortes de cages à Bruxelles, dans la salle de la cour d'assises, et il y avait donc des grosses difficultés de communication avec les avocats, parce que quand vous êtes dans une cage blindée, etc., vitrée, votre avocat n'est pas dans la cage, donc pour votre défense, c'est vraiment un énorme problème. La défense, au début du procès, a soulevé cette question d'accès au droit de la défense. Et la présidente de la cour d'assises a demandé de délibérer là-dessus. Ils ont délibéré et elle a ordonné, contre l'avis du parquet, qui était évidemment fou furieux, de retirer toutes les cages. Donc les gens ont été jugés à la cour d'assises normale à Bruxelles, ça c'est leur procédure, bien que ce soit des attentats antiterroristes, à la différence de notre procédure, et normalement, avec accès normal, leur avocat à côté, et toutes les cages ont été retirées. Donc ça vous dit quelque chose, vous voyez, sur pourquoi on dit, oui, le système belge, il est intéressant. Ils ne se sont pas fait, en quelque sorte, envahir par des procédures d'exception, et ils réfléchissent vraiment aux questions de liberté, et c'est aussi l'exemple que tu donnais. Sur ce sujet, pour la situation en France, je vous conseille le livre de Raphaël Kempf sur les violences judiciaires. Il parle de cette justice antiterroriste d'exception. Tu voulais revenir sur la question de l'IGPN? Juste en quelques mots, je voulais rappeler que l'IGPN aujourd'hui, c'est un peu moins de 150 enquêteurs en France, pour 150 000 policiers, ce qui est quand même pas beaucoup. Je voulais vous donner... alors, il y a deux choses juste. Je voulais rappeler juste que la question du code de déontologie est un petit peu tranchant dans le code de déontologie, et on le voit avec les lanceurs d'alerte, notamment, puisqu'on veut salon des lanceurs d'alerte, donc je me permets. Parce que le code de déontologie est utilisé de manière... Alors, on peut poser un jugement là-dessus, mais en tout cas très précise sur la manière de réprimer, pour réprimer toute personne qui oserait parler sur des mécaniques pour dénoncer des choses en interne. Et notamment sur l'image de la police nationale, puisqu'il y a un lien, alors je ne sais plus exactement le terme, mais je l'ai écrit dans le dossier Politis Basta, qui réprime tout policier et gendarme, d'ailleurs, qui contreviendrait à l'image de la police nationale. Donc forcément, quand vous dénoncez des mécaniques et des problèmes en interne, vous tombez sous le code de déontologie. Et puis, il y a la loyauté et le devoir de réserve. Et ça, c'est les trois grands éléments sur lesquels systématiquement vous faites... un policier qui voudrait dénoncer se fait avoir. Et il y a plus sur les chiffres, parce que j'ai lu justement le rapport de l'IGPN sur ces questions-là, il y a plus de manquements à ces éléments dont je viens de vous dire que de violence. Que toute violence confondue. C'est-à-dire, je ne parle même pas des violences... de toute violence confondue. De l'hyper-violence à la violence un peu moins forte. Et je voulais aussi juste finir sur l'IGPN, parce que pour le coup j'avais pas mal discuté avec les gens en interne de l'IGPN. Ils ont une blague, j'ai envie de dire, parce que même si moi ça me fait rire jaune, mais en gros la vision qu'ils ont de leur travail, c'est punir les gardiens de la paix, muter les officiers, blanchir les commissaires. C'est la phrase type qu'ils se disent entre eux, parce qu'ils savent très bien qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui me paraît essentiel, c'est l'incapacité pour le monde, à la fois judiciaire et administratif, de s'attaquer à la hiérarchie policière. La hiérarchie policière n'est absolument jamais mise en cause. Jamais, jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Je vais en profiter parce qu'on est au salon des lanceurs d'alerte et sur cette question-là précisément pour revenir sur une histoire sur laquelle je suis depuis bientôt 3 ans, qui est l'histoire de Ammar Ben Mohamed. Ammar Ben Mohamed, il est toujours policier au dépôt de nuit du tribunal de justice de Paris. Donc le grand tribunal, là on est en Lego, là en escalier. Il faut savoir qu'au niveau -2, il y a le dépôt, qui sont les cellules où sont enfermés les gens, entre le moment où ils sortent du commissariat et avant qu'ils aillent peut-être en prison, ou quand ils sont jugés alors qu'ils sont en détention, il y a un moment, ils sont enfermés dans ce dépôt. C'est à peu près 200 cellules, c'est une prison souterraine énorme. Ammar, il est le responsable de l'unité de transfèrement de nuit, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige les mecs qui conduisent les camionnettes
pour les emmener de la prison au tribunal ou des commissariats, aux tribunaux, etc. La nuit. Donc dans le privé on dirait un cadre intermédiaire et il va être témoin de racisme, de violence verbale, de maltraitance récurrente pendant plusieurs années. On a fait une enquête là-dessus, on parle de plusieurs centaines de victimes, c'est pour prendre le chiffre bas. En réalité, on est très probablement à plusieurs milliers de victimes, parce qu'on crache dans les repas, parce qu'on crie, il y a un micro qui permet de parler dans tout l'étage, 200 cellules, peut-être on peut parler à 200 personnes en même temps, et où une fonctionnaire de police criait dans son micro « Debout les négros et les guignols ». Il y a des dizaines de policiers témoins à ce moment-là de cette phrase-là. Personne ne dit rien. Amar, il va faire des signalements internes. Il va en parler à son... Mais on lave son linge sale en famille. Alors il va voir son supérieur direct, etc. Il dit oui, je m'en occupe. Il va faire une petite remontrance aux policiers qui dit ça, mais rien faire de plus. Puis au bout d'années à être témoin de ça, il va forcer sa hiérarchie à agir en disant, d'abord en écrivant à ses supérieurs, en mettant toute la chaîne hiérarchique en copie d'un truc écrit, et dans la police on sait très bien ce que ça veut dire quand on met en copie la hiérarchie, c'est qu'on crée des traces. Et on crée des traces qui sont disponibles auprès de beaucoup de monde. Donc on oblige la hiérarchie à saisir l'IGPN parce qu'elle n'a pas le choix. Elle sait que sinon il y a des traces écrites, ça se voit. Et il fait surtout un truc qu'on ne fait pas, il dit si vous ne faites rien, je monte dans les étages. C'est-à-dire, je vais moi, personnellement, voir les magistrats qui sont en haut du tribunal. Il fait ça, il rentre chez lui, on l'appelle, on lui dit reviens tout de suite. Il revient, on fait une réunion, on l'engueule, il se fait pourrir, mais on ouvre l'enquête en administratif. C'est là où il y a un truc. L'IGPN, elle a une fonction, c'est d'enquêter d'un point de vue judiciaire quand elle est saisie par un magistrat, mais aussi d'enquêter administrativement pour gérer la déontologie. Donc il va ouvrir cette enquête, il ne va rien se passer. Cette enquête va durer un certain temps, il va y avoir des gens qui sont auditionnés, puis rien. Au bout d'un moment, voyant qu'il ne se passe rien, il en parle à sa hiérarchie, il ne se passe rien, il finit par entrer en contact avec moi, on nous met en contact. Et on va faire cette enquête, il va raconter, on va utiliser des documents, on va interroger d'autres gens, on va publier cet article. Cet article il va avoir un énorme écho médiatique puisque tous les quotidiens nationaux, sauf le Figaro, vont faire leur une là-dessus, ça va faire tous les JT de France, etc. Et là, d'un coup, le parquet se saisit, ouvre une enquête judiciaire parce que sous la pression des médias, et d'ailleurs c'est assez drôle, c'est écrit presque noir sur blanc dans le dossier, c'est après la publication de tel article et de tel article, nous ouvrons une enquête, etc. Darmanin est interpellé là-dessus, il dit oui c'est scandaleux, si ce qui est dit est vrai, il faudra absolument qu'il y ait des sanctions, mais on me dit quand même que le lanceur d'alerte ferait partie des gens qui auraient dysfonctionné, que lui-même pourrait être sanctionné. Tout de suite on met le doute sur le lanceur d'alerte. Le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale dit ça dans la semaine de publication de l'article. De quoi on parle? On lui reproche de ne pas avoir assez bien dénoncé. C'est ça la procédure qu'il y a effectivement contre lui. Alors qu'il y a des dizaines de policiers qui sont témoins des faits, qui n'ont rien dénoncé. Et eux, on leur reprochera rien. Et lui, on va lui dire, ah oui, vous n'avez pas assez vite dénoncé. Pourquoi, si vous avez été témoin de ça, vous ne l'avez pas dit plus tôt, etc. Et on va le sanctionner pour ça. La procédure va durer en administratif. Ah oui, et cette semaine-là, on dit, ah mais justement, les sanctions administratives tombent cette semaine. Oh miracle, c'est la semaine où je publie mon article qu'on sanctionne administrativement les gens. C'est fou le calendrier. Bref, la procédure judiciaire suit son cours. Tout disparaît, on n'entend plus parler, tout le monde passe à autre chose, etc. Amar Ben Mohamed est sanctionné une première fois, puis une deuxième fois pour avoir témoigné à l'Assemblée nationale en huis clos devant des parlementaires de la majorité. Il est mis en cause une troisième fois, bon bref, et arrive la fin de cette procédure judiciaire et devinez ce que fait le parquet. Classement sans suite. Je récupère cette procédure pour regarder ce qu'il y a dedans. Et alors là, c'est incroyable. Le parquet a pris l'enquête administrative qui a été faite selon des outils qui sont celui du droit. C'est une instance de contrôle interne, même si c'est la même structure. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas saisis par la justice. Elle l'a mis dans le dossier.
judiciaire. Elle a fait 2 auditions, 3. Amar Ben Mohamed, où il dit bah oui, je répète tout ce que j'ai déjà dit. Son N+1 qui dit je suis au courant de rien. Franchement, non, son N+1 qui dit c'est lui, il a peur de. Il a un peu peur sur ses fesses, il dit alors c'est vrai qu'on en a souvent parlé, c'est vrai, et d'ailleurs j'ai fait ce qu'il faut. Ah, bah alors comme quoi il avait prévenu, c'est son N+1 qui le dit d'un coup. Et puis alors son N+2 qui dit moi, je suis au courant de rien. La preuve d'ailleurs, les syndicats n'ont pas prévenu. Alors donc vous, pour les dysfonctionnements dans la police, l'alerte doit être donnée par les syndicats. Drôle de vision de la situation quand même. Ça veut dire que vous laissez aux syndicats de policiers un pouvoir immense et qui n'est pas le leur. Et c'est classé sans suite. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'IGPN en administratif avait fait son boulot. Tout est dans l'enquête administrative de l'IGPN. Ils ont auditionné les gens. Les faits dénoncés par Amar Ben Mohamed sont confirmés par des témoignages de plusieurs de ses collègues qui disent « Oui, effectivement, j'ai été témoin de propos racistes, de un tel, bidule et trucs. » Et à la fin, il y a une conclusion lunaire où il y a écrit « À part machin, bidule et trucs, tous fonctionnaires de police, il n'y a pas de témoin de ces propos racistes. » Dans quelle situation le témoignage de 3 policiers qui confirment la même chose sont insuffisants? Franchement, vous avez un niveau d'exigence en termes de vérification que je n'ai absolument jamais vu. Et voilà, et ça va être classé sans suite. Et voilà. Et l'affaire, elle est enterrée. Alors nous, on a fait les malins, moi le premier, et ça fait la ligne de la presse, on a fait bouger les lignes, que dalle. Et Amar, il est toujours au dépôt, il est toujours sous pression, et il y a encore des enquêtes ouvertes contre lui, par contre. Il y a une question que je voudrais poser, si je peux me permettre, à nos amis magistrats, parce qu'il y a effectivement, sur la mécanique des classements sans suite, en discutant avec des procureurs qui gèrent ces affaires-là, ils m'ont parlé d'un classement qui s'appelle le classement 61. En fait, c'est pour questionner la dialectique extrêmement opaque, voilà, extrêmement opaque entre l'enquête administrative et l'enquête judiciaire. Parce qu'en fait, parfois l'enquête administrative n'avance pas parce qu'on nous dit, bah moi, nous on attend de voir ce qui se passe en judiciaire. Et parfois, il y a ce copier-coller de, finalement l'enquête administrative elle a abouti à ce qu'on peut imaginer, un blâme ou quoi au caisse. Donc comme ils ont mis blâme, bon nous on va pas, nous en judiciaire, on va pas aller trop. Et c'est cette dialectique qui est assez opaque à mon sens. Et on m'a parlé d'un classement qui s'appelle le classement 61, qui est un classement sans suite parce qu'il y a un autre type de poursuite en cours. Et que donc ça justifierait, certains procureurs justifient le fait de classer sans suite en judiciaire en se disant, regardez, il y a déjà une procédure administrative. Je voulais savoir si c'était réel et si, comment ça se justifie à partir du moment où l'administratif, c'est le code de déontologie, c'est quand même un droit qui est particulier, et que le judiciaire, c'est pénal. Mais ça, on a ce problème dans plein de matières, en matière judiciaire, tu sais. Moi j'ai présidé une chambre économique et financière à Paris, et c'était la même chose, c'est-à-dire que souvent, en matière par exemple de fraude fiscale, quand le parquet est saisi, on attend que l'administration fiscale décide d'une sanction, en fait, un redressement. Pour voir si, en fonction de, je ne dis pas que c'est bien, mais en fonction du montant de la dissimulation, le parquet poursuit ou pas, on en revient à l'opportunité des poursuites, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est une fraude fiscale de 30 000, 40 000 euros, nous, ça nous semble beaucoup, mais ils vont classer, considérant que l'administration fiscale sanctionne. Même si ce n'est pas le même droit qui s'applique. Absolument. J'ai eu ça beaucoup en matière de droit pénal du travail, où on a des inspections, on a des enquêteurs, par exemple l'URSSAF, on a du travail dissimulé, souvent d'étrangers, qui sont employés de façon complètement irrégulière. L'URSSAF va faire une enquête, elle va descendre sur les lieux même avec la police, voir qu'il y a des gens qui sont sur des machines à coudre et qui ne sont absolument pas déclarés. Et en fait, il y a des grosses amendes quand ils sont pris sur le fait. Et l'URSSAF va donc infliger des sanctions.
Et le parquet dira, bon, bah, ils ont déjà été sanctionnés par des amendes, on ne poursuit pas. Voilà, c'est un mécanisme assez courant dans la justice. Simplement, oui. Non, vas-y. Non, mais voilà, donc tu as la même chose, effectivement, on a la même chose pour les problèmes d'enquête administrative de police. On a aussi ça pour, par exemple, l'éducation nationale, les violences sexuelles. On va avoir sur des enfants, par exemple. Alors là, c'est le contraire. On va avoir quelqu'un, un professeur, etc., qui va être accusé de quelque chose sur un enfant. Alors là, c'est le contraire, pour des raisons d'opportunité des poursuites, compte tenu du retentissement du problème des infractions sexuelles, notamment sur les enfants depuis quelques années. Là, l'enquête administrative qui peut aboutir évidemment à l'exclusion du professeur de l'éducation va avoir lieu, et puis là, l'enquête judiciaire, elle sera menée en parallèle. Ça dépend des matières, et c'est notre principe de... Sauf chez les prêtres. Ah, voilà, c'est autre chose, oui. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que tu veux qu'on aborde d'autres sujets? Moi, j'avais un... Attends, je te donne... Simplement, je crois qu'il faut se nettoyer l'esprit d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, quelle que soit la sauce qui va agrémenter le classement sans suite, 61, 62, affaires en cours, c'est comme le verrou fiscal, ces histoires. Pas d'enquête judiciaire tant que Bercy ne donne pas son feu vert. Quelle que soit cette sauce-là, ce qui est important de savoir, ce que vous devez savoir, c'est que les corps de la police et de la justice sont caporalisés dans le pouvoir. Et pour en revenir à ce que disait Evelyne tout à l'heure, les magistrats comme les policiers n'ont pas besoin d'instructions particulières pour étouffer ou pour amoindrir les effets d'une enquête. Ils sont, par leur statut, tenus, formatés pour effectuer ce type de délayage, si vous voulez. Donc, l'objectif, c'est quoi? Nous, qui sommes des lanceurs d'alerte, c'est de revoir précisément les problématiques de l'organisation, du fonctionnement et du contrôle de nos institutions judiciaires et policières. Et ne plus laisser la possibilité à la hiérarchie d'être convaincue par le pouvoir qu'ils servent justement d'être assujettis à ce pouvoir. On pourra dire ce qu'on veut, IGPN, pas IGPN, conseil de déontologie, tant qu'il y aura ces structures-là qui évitent complètement les objectifs d'une vraie justice, on aura de l'injustice. C'est tout. Et moi j'ai travaillé pendant une année pratiquement avec d'autres sur ces réformes-là, avec l'Union populaire, avec des gens, des avocats, des policiers, des magistrats, des gens de l'ENA qui ont envie de faire bouger les choses pour qu'on n'assiste plus aujourd'hui impuissant à ce qui arrive devant nos yeux, c'est-à-dire les refus d'obtempérer qui bafouent les règles de la légitime défense. Légitime défense qui doit être, qui légitime un acte interdit par le danger immédiat dans lequel un policier devrait se trouver pour tirer. Alors c'est vrai que, ça on va reparler vraisemblablement tout à l'heure, c'est cela dont il faut s'occuper, de l'organisation, du fonctionnement et du contrôle. Que l'autorité judiciaire fasse ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire préserver, garantir les libertés individuelles dans une démocratie. Justement, oui, je pense qu'il faut qu'on parle
du refus d'obtempérer, parce qu'on est dans une situation où on a l'impression que presque chaque semaine, au moins chaque mois, des gens meurent au prétexte du refus d'obtempérer. C'est devenu l'argument massu, systématique, avec en plus parfois des vidéos qui ont une importance majeure parce qu'elles montrent ce qu'on qualifie de refus d'obtempérer. Je pense pas que c'est fondamental. Alors il y a eu évidemment une évolution législative, mais je ne sais pas si ça a changé fondamentalement, mais là on le voit. Je pense à l'image qui est tournée, je crois, à Nice, où on voit un policier abattre en tirant par une fenêtre latérale quelqu'un et lui tirer une balle, il va mourir. C'est un refus d'obtempérer et donc une situation de légitime défense selon le policier. Et je vais laisser la parole juste après, mais il y a un truc aussi, c'est que ces affaires-là illustrent quelque chose qui est très intéressant, c'est que globalement en droit, et je parle sous votre contrôle, un magistrat, il prend la qualification la plus élevée probable des faits qui sont reprochés. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un est mort par balle, ben on va commencer par envisager l'hypothèse la plus grave, est-ce que ça peut être prémédité, est-ce que ça... Quitte ensuite à ce que dans la procédure, on redescende dans les faits de qualification. Parce que ça ouvre des outils juridiques pour mener l'enquête le mieux possible. Il y a une exception, c'est dans la... Et d'ailleurs, les avocats trouvent que c'est un peu exagéré de manière globale de faire ça. Il y a une exception, c'est quand c'est des policiers. Où là, on prend systématiquement la qualification la plus basse, c'est j'ai glissé sur une peau de banane, ça a appuyé sur la gâchette, il est mort. Ah bon, on va enquêter en partant un peu du principe que l'hypothèse la plus basse est celle qui est la plus probable. Quand on va jusque-là. Mais ça, c'est quand même quelque chose du rapport qu'entretient la justice et la police qui est assez intéressant. Et je ne sais plus qui le disait, si on veut voir ce que c'est une justice idéale qui garantit les droits de la défense, regardez la justice qui est offerte aux policiers. Et voilà, mais pour revenir sur la question des refus d'obtempérer, je te passe la parole. Oui, je dirais aux policiers puis aux délinquants financiers. Hein. C'est des bons exemples de ce qui devrait exister pour tout le monde. Non, sur les refus d'obtempérer, on en avait un petit peu parlé, c'est pour ça que moi j'ai un peu travaillé cette année là-dessus, parce que vous avez vu, il y a eu 12 morts depuis janvier sur les refus d'obtempérer, et l'année dernière, il y avait eu seulement, entre guillemets, 2 morts. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On entend tout le temps des affaires, et il y a un nombre considérable de personnes qui ont été tuées lors de contrôles policiers. Alors les refus d'obtempérer, ça me semble un cas intéressant pour essayer de réfléchir à ce qui se passe dans la police, à la fois ce qui se passe, et puis à la fois peut-être à ce qu'on pourrait proposer, parce que c'est bien d'être lanceur d'alerte, mais c'est pas mal aussi de réfléchir à comment on pourrait changer les choses si on avait la possibilité de les changer. Moi, je suis toujours dans cette démarche-là. Alors, sur les refus d'obtempérer, tu as tout à fait raison. Il y a des cas où, dans les 12 cas, il y a des cas où il est manifeste vraiment, grâce aux vidéos, que, en gros, il y a un contrôle policier. La personne, le conducteur, souvent avec des passagers, parce que toujours, n'obéit pas, ça c'est bien clair, elle ne s'arrête pas, parce qu'on doit s'arrêter quand un policier, évidemment, vous fait signe d'arrêter, s'il est muni des insignes de sa fonction. Ça c'est un premier problème. Des fois, on ne sait pas trop si c'est un policier ou pas. Mais enfin, si on l'identifie bien, un gendarme, on doit s'arrêter. Et là, il y a, finalement, sur les 12 cas, je regardais, la plupart des cas, ce sont des cas où le véhicule n'obéit pas, continue et se retrouve pris dans un embouteillage. C'est le cas la dernière fois quand ça s'est passé là, sur le cours de Vincennes, là, au mois d'octobre. Hein. Ils ont continué et là, effectivement, il y a des tirs qui sont complètement illégitimes parce que le véhicule est déjà à l'arrêt. C'est ça le problème. En revanche, il faut, pour dire la vérité, reconnaître qu'il y a eu des cas, y compris cette année, je pense à l'affaire de Rennes, c'est autre chose. Même si ces cas sont très minoritaires, il y avait l'avocat d'Estuc qui était sur une affaire, il y avait un trafic de stupéfiants avec des produits dans la voiture,
ils ont intimé l'ordre de s'arrêter à la personne qui conduisait, et la personne a foncé sur les policiers. Et là, bon, enfin, moi je veux bien tout, mais on n'a pas grand-chose à dire, quoi. On a eu donc vraiment dans l'affaire de Rennes une affaire où manifestement on avait une volonté de porter atteinte à la vie des policiers. Il y a eu la passagère qui a été tuée et le conducteur qui a été blessé. Mais dans pratiquement toutes les autres affaires de cette année, c'est pas du tout cette configuration-là. C'est le véhicule n'obéit pas, il s'en va, à l'arrêt, là on a des tirs totalement injustifiés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce que fait la gendarmerie, parce qu'une fois de plus, la différence police-gendarmerie, c'est manifeste. Le général, moi je n'ai pas spécialement d'affection pour les généraux de la gendarmerie, mais enfin il faut reconnaître que le général Pidou, là, qui s'occupe de ça à l'inspection générale de la gendarmerie, il a expliqué pourquoi il y avait beaucoup moins de refus d'obtempérer mortels au niveau de la gendarmerie. Parce que eux, les gendarmes, ils ont l'ordre, en quelque sorte, non pas de laisser partir les véhicules qui refusent d'obtempérer, mais de ne pas essayer à toute force de les immobiliser. Ce qui fait qu'on en a moins, même si ça a augmenté aussi pour la gendarmerie. Mais les gendarmes, eux, essayent d'identifier le véhicule avec la plaque d'immatriculation, et puis bon, ensuite, éventuellement, d'identifier les conducteurs et de faire poursuivre, puisque c'est un délit, le refus d'obtempérer. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on en a beaucoup, des refus d'obtempérer. Vous entendrez que les journalistes n'arrêtent pas de dire, il y en a de plus en plus, etc., ce qui est vrai. Il y en a à peu près 25 000 par an, des condamnations. Mais ce à quoi il faut réfléchir, d'abord, c'est que ce que tu disais est très juste, c'est-à-dire que quand c'est un policier qui tire sur une voiture, même dans des cas où ça ne semble pas justifié parce que le véhicule est à l'arrêt, il est poursuivi pour le fait d'avoir tiré sur quelqu'un et d'avoir donc donné la mort sans intention de la donner. Ça s'appelle des coups mortels. C'est-à-dire, c'est une infraction qui entraîne 15 ans de réclusion criminelle. C'est pas beaucoup, mais c'est un crime. Tandis que quand c'est quelqu'un qui, soi-disant, veut foncer sur les policiers parce qu'il ne veut pas s'arrêter, là, immédiatement, il est poursuivi pour tentative d'homicide volontaire. Bon, et ça veut dire de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, on voit déjà, dans ce qui est choisi comme qualification, la différence de traitement. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les refus d'obtempérer, c'est les questions à se poser, mais pourquoi il y a tellement de refus d'obtempérer Alors, pour avoir été en comparution immédiate comme Albert, on a beaucoup siégé en comparution immédiate, même si c'était uniquement dans le cadre de services un peu exceptionnels, c'était pas notre boulot tout le temps. Mais quand on siège en comparution immédiate, on s'aperçoit que les refus d'obtempérer, c'est beaucoup des gens qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de permis de conduire, qui conduisent parce qu'ils ont besoin d'un véhicule, qui sont en province, dans des lieux périphériques, etc. Et que c'est vrai que s'ils s'arrêtent quand on leur fait signe de sécurité et que la police voit qu'ils n'ont pas d'assurance, eh bien, nécessairement, ça veut dire la confiscation du véhicule, le fait de leur supprimer le permis de conduire, de le suspendre, etc. Je regardais, il y a 800 000 personnes qui circulent sans assurance en France, visent des assurances. C'est énorme, c'est énorme. Et pourquoi les gens circulent sans assurance? Ben, évidemment, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer l'assurance. C'est sûr que quand on a ne serait-ce qu'un SMIC, c'est très cher, une assurance voiture. Et donc là, je parlais bon, il faut qu'on imagine aussi ce qu'on pourrait faire dans cette société pour essayer d'améliorer les choses. Moi, je crois que si au lieu de dire, comme le disent les syndicats de police, oui, les gens sont de plus en plus indisciplinés, ils détestent la police, etc. Moi, je crois que ces refus d'obtempérer en grande majorité, là, en tout cas, les 25 000 condamnations par an, ben, c'est pas que je le crois, c'est que je l'ai constaté, en tout cas, dans les audiences, c'est tout simplement parce que les gens ont peur qu'on leur confisque leur véhicule parce qu'ils ne sont pas assurés. Bon, est-ce que ça ne serait pas intéressant de se pencher sur les véritables questions et de se dire, c'est pas parce qu'ils veulent tuer un policier, c'est pas parce qu'ils veulent échapper à la police, c'est parce qu'ils ont besoin de leur voiture et qu'ils ne sont pas assurés. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question d'une sorte de fond
Il y a des fonds de garantie de paiement des loyers, des fonds de garantie quand on est justement qu'on crée un accident et qu'on tue quelqu'un et qu'on n'est pas assuré, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question d'aide sociale qui pourrait permettre parfois de payer des assurances à des gens qui voudraient bien être assurés mais qui n'en ont pas les moyens. Il y a l'APL pour aider à payer les loyers. Je suis pas d'accord. Alors, t'es pas d'accord, tu vas nous dire pourquoi. Mais bon, voilà, moi je crois qu'il faudrait aller vers le fait qu'on réfléchisse autrement à ce que c'est un défaut d'obtempérer. Alors, simplement, pour finir, parce que je ne veux pas trop vous saouler avec ça, mais je pense qu'il faudrait aussi, en proposition, réfléchir à la formation des policiers. C'est un vaste problème. Sébastien Rocher, d'autres chercheurs, Christian Moana, etc., dénoncent ça en permanence. Les policiers ne sont pas des méchantes personnes, c'est pas ça. Les policiers, ils sont dans un système, comme nous les juges, comme vous les journalistes, souvent. Et donc, le problème, c'est qu'ils ne sont pas formés. Par exemple, la question du tir en cas de refus d'obtempérer, il y a eu une nouvelle loi en 2017 qui dit, en gros, que si un véhicule cherche à fuir et qu'il met en danger les gens, soit les policiers, soit le public, les policiers ont le droit de tirer, entre autres conditions. C'est très grossier, je ne vous cite pas l'article de loi, c'est très grossier. Mais encore faut-il qu'il y ait un danger pour les personnes, un imminent, grave, c'est la légitime défense, donc imminent, grave et caractérisé, et que ce soit la riposte proportionnée. Mais depuis cette loi de 2017, que je ne vous détaille pas, malheureusement, beaucoup de policiers de terrain, puisque la majorité des policiers, c'est des policiers de terrain qui sont là pour l'ordre public, beaucoup de policiers de terrain ne sont pas suffisamment formés pour essayer de comprendre qu'on n'a pas le droit de tirer sur un véhicule qui s'enfuit. Ça, c'est pas un danger imminent, c'est pas un danger grave, on n'a pas le droit de faire ça. Mais malheureusement, il y a un défaut de formation des policiers, il y a aussi un gros défaut de formation au tir. Ils ont 3 séances de tir normalement par an, et en fait, beaucoup de policiers n'ont pas ces séances de tir. Et puis, il y a une peur des policiers. Je sais que c'est pas l'enceinte pour parler de ça, mais c'est vrai. Les jeunes policiers recrutés, là, Macron a pensé recruter, ils sont en train de le faire, 10 000 policiers là, sur les 2 quinquennats. Le problème, c'est qu'ils sont très mal formés et que, en gros, ils sont très mal encadrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Cédric Chouviat, elle est intéressante cette affaire. Cédric Chouviat, il a été tué sur les quais de la Seine, étouffé, parce qu'il a eu affaire à des policiers qui le contrôlaient. Et il y avait 2 jeunes policiers qui étaient stagiaires, qui étaient employés comme policiers titulaires, et puis 2 policiers un peu plus gradés, mais qui étaient là depuis très très peu de temps. Donc il y a un gros problème d'encadrement dans la police. Donc c'est ça aussi les refus d'obtempérer. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça tirait un fil sur les problèmes qu'avait la police, sur l'IGPN, sur plein de choses. C'est une infraction qui n'est vue par les syndicats de policiers que comme un truc anti-flic, que tout le monde déteste les flics. Et en fait, c'est une infraction qui permet en fait de réfléchir à tout un tas de problèmes qui se posent à la police, à la justice et qui pourraient tout à fait être améliorés. Notamment au niveau d'une police évidemment républicaine, citoyenne, etc., qu'on voudrait tous. Mais je finis là-dessus. J'ai trouvé que ce qui s'est passé notamment dans le cas de cette fameuse loi qui est en train d'être votée malheureusement en ce moment à l'Assemblée nationale sur le ministère de l'Intérieur, il se passait un truc intéressant dans la police, c'est que dans la police vous avez des syndicats qui sont des syndicats maison, Alliance, Synergie Police, etc. Le ministère de l'Intérieur, c'est très particulier, il co-gère complètement avec les syndicats. Et là, comme il y a une menace de suppression de la police judiciaire, il y a une association qui s'est montée, qui s'appelle l'Association nationale de police judiciaire. Moi, j'étais en contact avec eux, c'est très intéressant parce qu'ils disent, nos syndicats, ils sont policiers, ils sont officiers de police judiciaire. Nous, les syndicats, ils sont dans la projection. On leur promet, on fait des réformes de la police avec leur accord parce qu'on donne des primes, on donne des avantages financiers, etc. Et ils ont monté cette association
national de police judiciaire, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en quelque sorte pour contourner les syndicats. Et ça, c'est intéressant, ce qui se passe dans la police, parce que s'il y avait dans la police une sorte de coalition de policiers qui pouvaient faire quelque chose indépendamment des syndicats maison, ça permettrait peut-être de faire avancer toutes ces questions de démocratie, de citoyenneté dans la police. Voilà ce que je voulais vous dire. On va passer